Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Vous êtes député PS de la Sarthe et vous êtes un des rares ministres de François Hollande à avoir été pendant 5 ans au même poste, l'agriculture avec plus ou moins de compétences agglomérées à ça, en particulier le fait d'être porte-parole du gouvernement pendant plusieurs années. Et vous publiez un livre, La première graine, qui est sur votre expérience et votre vision de l'agriculture. Il y a une agriculture de droite et une agriculture de gauche? Il y a en tout cas chez les agriculteurs un vote qui penche plutôt vers la droite. Et ensuite, l'agriculture en tant que telle a été dans cette histoire, qui part de la Mésopotamie jusqu'à aujourd'hui, plutôt une activité qui a créé un Big Bang énorme, en créant les civilisations, en créant les cités, en créant beaucoup de choses. Vous expliquez comment c'est à l'origine d'une partie de l'histoire, effectivement. Et au bout du compte, elle a eu du mal à exister. Et elle a été souvent, pour ce qui est des paysans d'ailleurs, ceux que l'on regardait comme les gueux, quoi. Et donc, il n'y a qu'au moment de la révolution industrielle et le suffrage universel qui va donner au monde paysan, au monde agricole, une place, dans la République en particulier. Et donc plutôt à droite, dites-vous? Plutôt à droite, même à l'extrême droite aujourd'hui, non? Pas plus que, non. Selon les sondages qui avaient été faits. En tout cas, ils ont bien glissé. Ils ont glissé en même temps que la société. Pas plus que la société de manière générale. Mais globalement, enfin, je ne sais pas, moi, dans toutes les élections présidentielles sur lesquelles il y a des sondages qui sont faits, on est entre 14 et 15% pour la gauche, le PS, et puis pour le reste, c'est la droite. Bon, il n'y a pas forcément une gauche et une droite dans l'agriculture. Est-ce que Emmanuel Macron a une politique différente de celle que vous allez mener? Pour l'instant, je n'ai pas entendu de changement. J'ai même entendu plutôt les mots agroécologie, oui, je crois. Voilà, surtout sur la mutation. Moi, ce qui m'importe, c'est pas... Il y a plein de sujets de contractualisation, d'organisation de filières. Il y a les états généraux de l'alimentation. Oui, de l'alimentation. Mais moi, qui mêle donc l'agroalimentaire et l'agriculture, la filière et l'ensemble de la consommation. C'est une bonne idée? Oui, débat que j'ai eu une dizaine de fois sur des tables rondes avec la grande distribution, les industriels et les producteurs, ce qui n'est jamais facile à mettre d'abord autour d'une table, c'est important de le faire. Mais ce qui est important derrière tout ça, c'est la mutation. C'est qu'est-ce qui va se passer dans les 15-20 ans qui viennent. Vous le savez, la question des pesticides, des phytosanitaires, la question du glyphosate aujourd'hui. Il y a tout un tas de sujets qui sont portés dans la société en se tournant vers l'agriculture en disant on veut plus ça. Faut-il qu'on soit capable de donner aux agriculteurs aussi des modèles de production, un modèle pour se transformer. Pour se transformer, pour assurer cette mutation, puis assurer aussi les revenus et la pérennité de l'activité agricole. Et donc, c'est toute la question qui est posée et que j'ai portée avec cette idée de modèle nouveau qu'on appelle agroécologique. À propos de mutation, Nicolas Hulot vient d'en faire une, radicale. Il repousse en quelque sorte le programme de la transition écologique au-delà de 2025 en disant ça n'est pas faisable, ça n'est pas réaliste. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire un peu un... Est-ce que je peux vous raconter une chose? Pourquoi ça a été décidé, ce 50% Au moment de 50% en 2025. En 2025. Au moment de la campagne de 2012, on est en 2011, fin 2010. Un accord est passé entre Martine Aubry et les Verts. Sortie du nucléaire. Ce qui était complètement, alors là, pour le coup, dans le contexte, impossible. Et l'Allemagne était sortie du nucléaire, mais elle était partie... Vers le charbon. Mais elle était partie d'un niveau de production d'électricité nucléaire de 25% à 0. 25-0 en 20 ans. Ça équivalait à 75-50 pour la France. C'est ce qu'avait proposé François Hollande. Et 2025 pour avoir à peu près la même échéance. Bon, sauf qu'un certain nombre de décisions n'ont pas été prises pour enclencher cette dynamique. C'est ce que dit aujourd'hui Nicolas Hulot. Alors, il y a des décisions qui ont été prises, que ce soit sur le développement des énergies renouvelables. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé sur les éoliennes quand même en quelques dizaines d'années. Mais pas assez, Stéphane Le Foll. Pas assez. Aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est pas assez. Ça n'est pas tenable. Donc, au nom du réalisme, on repousse la date. Pas l'objectif, la date. Mais l'objectif doit rester. Oui. La date, alors, il l'a appréciée, je ne sais pas comment. Moi, je pense qu'il y a eu des retards de prix, en particulier sur la question de l'économie d'énergie. La loi de transition énergétique est arrivée quand même 2014-2015. Le grand enjeu de l'économie d'énergie, avec un beau slogan qui était d'ailleurs celui des Verts du début des Verts sur la première des énergies, c'est l'énergie qu'on économise. Ça, on a perdu du temps. Parce qu'on peut être dans ce processus et l'atteindre que si on est efficace en termes énergétiques. Donc c'est une trahison ou c'est un C'est pas une trahison, réalisme? Ça m'a surpris de la part de Nicolas Hulot, parce que je comprends la difficulté, je vois bien, mais d'annoncer tout de suite comme ça qu'on reporte déjà l'objectif,
ça m'a paru, même si je sais que c'est pas facile, est-ce que ça va pas être démobilisateur? Qu'est-ce qu'il met à la place? Comment il s'organise? C'est ça qui me frappe. On modifie l'objectif, mais on n'a pas fondamentalement les clés pour pouvoir montrer le chemin. Donc il faut attendre pour juger. Après ce livre sur la première graine et l'agroécologie, vous publierez un texte plus politique le 25 novembre, dans quelques jours. Oui. Un texte qui, au fond, sera la première démarche officielle de conquête du PS ou de ce qu'il en reste. En tout cas, c'est une démarche pour essayer de se reposer et se poser des questions sur ce que pourrait être un parti socialiste ou une social-démocratie française. Sous votre direction. En tout cas, ce que j'en pense, moi. Après, la question de la direction du Parti socialiste, du Congrès, c'est une autre question. Mais moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on parle souvent d'ailleurs de la direction et pour qui. Mais vous voulez faire quoi avec ce PS? Vous voulez faire quoi de ce PS? Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui et je l'avais dit d'ailleurs à un Conseil national, on sait toujours parfaitement et facilement analyser nos défaites. On ne regarde jamais la victoire des autres. Et dans la victoire des autres, il y a souvent des choses à aller chercher et à comprendre. Par exemple? Chez Emmanuel Macron, la question de la réussite, la question de l'ouverture, qui est un vrai sujet, dans un contexte de présidentiel où on est passé du Brexit à Trump. Je pense que la France et les Français, en partie, en choisissant Emmanuel Macron, n'ont pas voulu faire le choix, plutôt. Le nationalisme, le souverainisme. Oui, mais c'est une vraie question. Ouais. Donc moi, je vais reposer la question de l'internationalisme. Parce qu'on a trop souvent oublié cet engagement du début de Jaurès et des autres sur le socialisme, et le socialisme français en particulier. Et je pense que ce que je tire en partie de ce qui s'est passé, c'est un peu ces leçons-là. Donc moi, j'essaye de me dire, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, dans un contexte comme on l'a aujourd'hui, politique, avec l'élection d'Emmanuel Macron, une majorité dans laquelle il y a d'anciens socialistes, qu'est-ce qui peut justifier notre différence et justifier une identité politique qui permette au PS... Oui, c'est ce que je vais essayer de faire. Le 25 novembre. Voilà. Vous allez chercher l'espace politique du PS entre un Emmanuel Macron et un Jean-Luc Mélenchon, mais aussi avec Benoît Hamon. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vous ont quitté, je veux dire, ont quitté le PS. Oui, absolument. Ça vous laisse quel espace? Mais c'est un espace qui est à construire, en tout cas. Et je le vois bien. Ça veut dire qu'il n'existe pas aujourd'hui. Cet espace, sur la géographie politique de la France, cet espace n'existe plus. Je vois très bien le positionnement d'Emmanuel Macron aujourd'hui, centre droit, libéral, qui... en économie. En économie. Oui. Et puis je vois bien la gauche telle qu'elle s'est construite avec un Jean-Luc Mélenchon qui incarne, soi-disant, l'opposition. Et je considère qu'à partir de là, il y a à construire quelque chose qui permette de remettre en route une idée et des idées qui restent social-démocrates, qui restent sur éviter le creusement des inégalités et les choix fiscaux là, qui ont été faits sont terriblement inégalitaires. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut qu'on construise. On verra à partir du 25 novembre quelle est votre démarche et votre conquête. François Hollande, d'ici là, aura à nouveau fait des interventions dans l'actualité. Il en fait de plus en plus. Bonne ou mauvaise nouvelle pour vous? Mais moi, ça vous aide ou ça vous dessert? Moi, je considère que François Hollande fera ce qu'il a à faire. Bien sûr. Et je le laisse, il a sûrement plein de choses, voilà. Mais moi, ça vous sert ou est-ce que ça vous dessert? Mais moi, je considère qu'aujourd'hui, je vais, si je peux dire, me servir de ce que je pense, moi. Et j'ai été, vous l'avez rappelé, un porte-parole, j'ai été un directeur de campagne. Très proche de François Hollande. Oui, j'ai été un directeur de cabinet, j'ai été loyal, j'ai été fidèle, et puis maintenant, j'ai aussi... Vous êtes un ami? Je reste un ami, mais politiquement aujourd'hui, j'assume ce que je dois à la fois penser, dire et faire. Bon, mais est-ce que ce qui s'est passé avec Valéry Giscard d'Estaing, ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy, ce qui s'est passé avec des hommes politiques, des chefs d'État qui ont été battus et qui l'ont été jeunes, ou en tout cas pas à un âge de prendre leur retraite, est-ce que ça tente François Hollande? Est-ce que ça vous gêne, vous? Ça ne me gêne pas. La tentation du retour. Mais bien sûr, mais je la comprends. Et en même temps, je considère que ce qui s'est passé il y a 6 mois, bon, c'est un élément sur lequel on ne revient pas 6 mois après. On est obligé de repenser les choses. Après, François Hollande a son histoire et sa personnalité, ses ambitions, ses objectifs. Mais pour ce qui nous concerne, il faut que sur ce qui s'est passé, on puisse avoir un regard qui soit totalement libre pour pouvoir construire ce que nous pensons être
un socialisme, une social-démocratie aujourd'hui. Ça prendra du temps. Ça va prendre du temps, je crois. Et vous êtes prêt à y passer beaucoup de temps? Pas forcément prêt à y passer beaucoup de temps, mais en tout cas prêt à contribuer à relancer le socialisme. Merci Stéphane Le Foll. Merci à vous.